C'est moins une question qu'une remarque, parce que je pense qu'il y a aussi l'aspect d'une éthique sociétale. Et à ce niveau-là, je voudrais peut-être citer des initiatives qui se trouvent, qui se font ailleurs, et notamment dans les pays germanophones, mais aussi en Belgique. Ce sont des villes amies démence, ou villes Alzheimer admis, si on veut. Et là, très clairement, c'est la municipalité, la communauté, la commune, en fait, qui s'engage à voir aussi son rôle à jouer dans cette normalisation de la maladie, pas dans sa banalisation, mais aussi dans cette mesure d'accompagnement. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant. Et nous proposons dans ces villes d'avoir dans ces municipalités une personne qui s'appelle référente Alzheimer ou démence et qui serait vraiment la personne de contact intramuros et extramuros. Et sa manière de répondre ou d'informer est aussi de grande importance. Tout à l'heure, on disait que ce sont les mots qui finalement construisent la réalité. Et je pense que c'est fort important que dans le cadre de quelque chose qui est plus de l'ordre administratif et politique, on pense à une démarche et une responsabilité qui existe et qui devrait être étendue. Voilà. Bruno Paulet, Pôle Handicap, Université catholique de Lille. J'ai été surpris et interpellé par ce que vous disiez, Madame Lebert, et ce qui a ensuite été confirmé par les autres intervenants. En l'occurrence, pas de réponse dans le domaine du handicap. Et effectivement, du coup, ce sont des réponses qui sont du domaine de la gérontologie, qui essayent d'être adaptées à des personnes, là je parle évidemment des personnes souffrant de maladie d'Alzheimer alors qu'elles sont jeunes, qui sont donc des réponses qui ne conviennent pas à leur projet de vie, à leur énergie psychique, aux spécificités de ces personnes. Alors pourquoi, par exemple, ne pas imaginer, je ne sais pas si c'est possible, je ne sais pas si l'ARS envisage des appels à projets dans ce domaine, mais pourquoi ne pas imaginer, s'il faut recourir à une institution, un foyer d'accueil médicalisé pour des personnes souffrant de maladie d'Alzheimer alors qu'elles sont jeunes, comme il existe des foyers d'accueil médicalisés pour des personnes qui ont d'autres spécificités, je pense par exemple aux personnes qui gardent le lourd séquelles d'un traumatisme crânien, avec aussi ces dominantes frontales comme celles que vous signaliez. Pourquoi ne pas imaginer des équipes mobiles médico-sociales comme il en existe maintenant? Ça s'appelle des SAMSA, services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Pourquoi ne pas imaginer, à partir de ce foyer d'accueil médicalisé dont je parlais, un accueil de jour? Autant de réponses qui pourraient être construites avec les moyens du handicap, parce que malheureusement, il y a encore actuellement dans notre pays une autre inéquité, qui est que les moyens sont tout à fait différents en matière de réponse. Dans le monde du handicap et dans le monde des personnes âgées dépendantes, si je regarde les quotas de personnel, on est plutôt à 0,8, 0,9 par personne accueillie dans le monde du handicap, et on est à beaucoup moins, je crois, dans le monde de la gérontologie et des personnes âgées dépendantes. Donc on pourrait là peut-être construire des réponses plus adaptées aux besoins spécifiques de ces personnes, à leur énergie psychique, pour reprendre cette intervention, s'il y avait peut-être des appels à projets émanant des tutelles, puisque maintenant on ne peut plus faire des propositions, les créations d'établissements et de structures sont des réponses à des appels à projets. Mais s'il y avait des appels à projets qui s'inspirent de la culture et des modalités handicap pour ces personnes-là. Madame Defebvre, je travaille donc à l'ARS Nord-Pas-de-Calais et je voulais tout à fait aller dans le sens de Bruno, parce que c'est vrai qu'on est en train de chercher actuellement des vraies solutions pour ces personnes qui sont jeunes, qui ont moins de 60 ans. Et moi, je suis toujours interpellée par le fait qu'on veuille absolument leur faire intégrer des structures pour personnes âgées. Ce n'est pas l'âge. Pour la famille, la représentation, quand on arrive en structure pour personnes âgées, où la moyenne d'âge est de au moins 82 ans, alors que ces gens-là ont peut-être 50 ans, 60 ans, je pense que ça peut être un choc pour ces familles. Et moi, si j'étais une famille, en tous les cas, je pense que je ne m'y retrouverais pas. Je ne m'y retrouverai pas. Et c'est vrai, comme tu disais, le gros avantage du secteur handicap, c'est qu'on est à des taux d'encadrement beaucoup plus importants. C'est que tout le travail autour de l'animation, de l'activité, donc du projet finalement, voilà, du projet de vie, est beaucoup plus travaillé dans le secteur handicap. Le seul problème du secteur handicap, c'est que
il faudrait certainement un accompagnement et une formation par rapport à cette maladie des gens qui accueilleraient. Ça, c'est sûr et certain. Il faut certainement adapter la formation, mais je dirais que je te rejoins complètement. Je pense que former les gens, c'est pas grand-chose par rapport à ce qu'on peut apporter dans ce secteur-là. Et je crois qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur ce secteur handicap où les structures sont multiples, où, comme tu le disais très bien, il y a maintenant nombre de structures qui vont au domicile. Et donc, on peut imaginer que, de toute façon, les personnes qui ont besoin d'une institutionnalisation chez les jeunes sont finalement assez peu nombreuses. Et donc, elles ont d'abord eu tout ce travail à la maison avec des professionnels quand elles en rencontrent. Et donc, il pourrait y avoir cette liaison domicile et structure ensuite, qui, à mon avis, correspondrait certainement mieux en termes d'âge. Enfin, en tous les cas, moi, si j'étais famille, je m'y retrouverais mieux, je pense, parce que quand on a 50 ans, quand on est accompagnant, se dire je vais mettre en accueil de jour mon conjoint et la moyenne d'âge c'est plus de 80 ans, je trouve que c'est pas évident, quoi. C'est vraiment pas évident et les activités sont pas du tout les mêmes. Donc moi je te rejoins assez, mais après ça c'est une réflexion qui est à mettre en débat, mais je pense qu'au niveau par exemple de l'ARS Nord-Pas-de-Calais, il n'y a pas du tout de... on n'a pas de position ni pour ni contre, ni pour le secteur médico-social personnes âgées, ni pour le handicap. Je pense qu'actuellement tout le monde cherche des solutions et qu'on est preneur de tout ce qui peut se faire. Mais ta réflexion me plaît beaucoup. Donc, si je peux me permettre, je vais rapporter ce qui a été rapporté à la mesure 18 il y a quelques jours, pour répondre à votre question. Donc, en ce qui concerne les structures existantes du handicap, le délai d'attente est de plus de 2 ans, ce qui voudrait dire qu'il faut créer des places spécialisées. Il y a actuellement une demande aux environs de 250 malades sur toute la France, ce qui veut dire que spécialiser des structures éloigne les malades des familles. Or, une de leurs demandes principales, c'est d'être à proximité de leurs proches. Et c'est ce qu'a souligné notre secrétaire d'État lorsqu'elle est venue dans la région. La deuxième réponse en particulier qu'a eu Thibault Rousseau quand il a rencontré les équipes de l'handicap, c'est qu'ils ont exprimé qu'ils étaient très loin de la formation et qu'ils étaient beaucoup plus en difficulté que le secteur de la gérontologie, qui est beaucoup plus amène de s'adapter à la prise en charge des patients qui ont une pathologie dégénérative, parce que c'est déjà quand même leur formation de base. En ce qui concerne les familles, elles n'ont absolument pas de demande, au contraire, d'aller dans le secteur du handicap. On a même accompagné des malades jeunes dans des masses et ils ont été effrayés de voir les malades handicapés. Et les malades eux-mêmes ont témoigné du fait qu'ils préféraient aller, c'était un petit nombre, on n'a pas accompagné 100 malades, mais on a accompagné 5 malades jeunes dans des structures handicapées, où ils ont témoigné de leur mal-être par rapport à ces personnes très jeunes, avec des handicaps physiques très visibles de ce domaine-là. En ce qui concerne le vécu des aidants jeunes, je pense que même Florence Bieder peut en témoigner ici, on n'a jamais eu de demande de familles de malades jeunes qui étaient en difficulté avec le temps dans des structures pour personnes âgées. Je pense qu'il y a un choc à l'entrée. Parce qu'il y a un miroir grossissant, mais déjà, de toute façon, rentrer dans une structure, c'est déjà très difficile. Mais le choc, il est, à mon avis, largement aussi important dans une structure du handicap. C'est, à mon avis, le miroir grossissant, quel qu'il soit, qu'ils soient les personnes âgées ou les personnes handicapées. Bon, en ce qui concerne le domicile, heureusement, l'arrivée de la prestation compensatrice du handicap a complètement changé la vie des malades jeunes à domicile. On a la chance d'avoir, au contraire, autant ils étaient pénalisés il y a 5 ans, autant aujourd'hui ils sont vraiment aidés par rapport aux personnes âgées qui ont parfois des ratios horaires qui sont même difficiles à couvrir parce qu'on manque presque de professionnels tellement on a de moyens à leur proposer. Et ce qui a été bien conclu aussi de toutes les enquêtes et expérimentations concernant les hébergements, c'est qu'il y avait vraiment 3 temps différents. Enfin, il n'y avait pas de réponse unique. La réponse où les foyers d'accueil médicalisés, ce qui est différent des masses sur lequel tu as bien répondu, c'est pas du tout la même chose. Donc là, effectivement, ce qu'ont exprimé les malades jeunes et aussi les professionnels, c'est que encore une fois, le nombre est très très faible parce que finalement, des personnes qui pourraient être en foyer d'accueil médicalisé
ont très peu de demandes parce que finalement ça se passe, elles restent à domicile pendant très longtemps. Donc ce sont les seules personnes qui pourraient aller dans ces foyers d'accueil médicalisés, ce sont soit les personnes isolées parce qu'elles sont célibataires ou veuves voilà, bon, ou bien qui ont le besoin exprimé de ne pas être une charge pour leur famille et qui font le choix de partir elles-mêmes. C'est un véritable projet. C'est très très peu de personnes, mais en même temps, elles expriment que ça ne leur pose pas de problème d'être hébergées avec des personnes qui présentent autre chose, mais autre chose qui ne soit pas des troubles du comportement sévères, ni des handicaps sévères, ni surtout de ne pas être en fin de vie, parce que ce sont des personnes qui ont encore beaucoup de projets. Et ça, c'est un besoin très, 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 très minime, quantitativement. Hein. Alors, il y a des projets qui sont à l'étude, justement en foyer d'accueil médicalisé, dans d'autres régions qui sont assez mûres, où il est prévu que ce soit des pathologies différenciées, pas uniquement des maladies d'Alzheimer ou des maladies apparentées, séquelles de traumatisme crânien, à condition de ne pas être trop, entre guillemets, frontal, hein, à cause des modifications comportementales et sociales qui sont un peu gênantes. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité. Il y a deux autres étapes qui sont des étapes de crise. Et là, on a déjà les réponses avec tout ce qui a été développé par le plan en particulier, avec les unités cognitivo-comportementales ou bien certaines structures qui sont bien adaptées. Et là je n'ai pas vraiment un problème. C'est un peu quand on va à l'hôpital. Bon, je veux dire que c'est vrai qu'on ne va pas mettre des adolescents avec des personnes très très âgées, mais bon, la différence d'âge, on peut tout à fait cohabiter avec des gens d'âge différents qui ont des pathologies différentes ou autres. Et puis la troisième chose, ce sont, alors quand il y a vraiment la nécessité d'un encadrement médical très important avec des personnes en grande perte d'autonomie, et à ce moment-là, je n'ai plus vraiment un problème. Donc, et puis ce que disait aussi Florence et qu'on a redit à plusieurs reprises, c'est que vraiment, les personnes qui accompagnent des gens dans le monde du handicap ne sont pas du tout dans le même état d'esprit que celles qui accompagnent des personnes qui sont déclinantes. C'est vraiment un autre monde. On s'attend au moins à une stabilisation et, si possible, à des progrès dans le cas du handicap. Et c'est malheureusement pas toujours le cas chez les personnes qui sont en pathologie, qui ont une pathologie dégénérative. Donc c'est un petit peu plus complexe que ça, mais en tout cas, l'idée des foyers d'accueil médicalisés est quelque chose qui ne sera pas uniquement dédié, en tout cas. Et en plus, une dernière chose, puis après j'arrête, ce qu'expliquaient les malades jeunes, c'est qu'ils n'avaient aucunement envie de se retrouver entre eux, parce que ça, c'était véritablement terrible, de se retrouver avec des personnes qui avaient les mêmes handicaps et qui les voient décliner devant elles, quoi. C'est tout simplement pas possible. Donc, par contre, d'avoir des pathologies différentes, mais compatibles, on va dire, et là, il y a encore un peu de travail et d'essais-erreurs probablement à évaluer. D'abord, il n'y a pas que les masses, comme vous l'avez très justement dit. Les foyers d'accueil médicalisés sont des lieux de vie où le projet de vie peut être plus intense. Il y a ensuite effectivement des lieux où sont accompagnés et où vivent des personnes qui sont dans des situations cliniques qui ont certaines similitudes. Je pense effectivement des personnes qui gardent de lourdes séquelles psychocomportementales d'un traumatisme crânien ou cognitives et comportementales d'un traumatisme crânien. Et puis dans le monde du handicap, il y a aussi des personnes qui évoluent quand il s'agit d'une chorée de Huntington, quand il s'agit d'une sclérose latérale amyotrophique ou d'autres maladies neurologiques évolutives, il y a aussi des situations qui évoluent. Donc je pense que, bien sûr, vous avez raison, j'ai compris vos arguments, mais je pense que quand même l'hypothèse de orienter le monde du handicap vers l'étude de réponses spécifiques, groupées, parce que c'est vrai, vous avez raison, il y a peu de patients, il faut des réponses de proximité, il ne s'agit pas de les regrouper en un lieu qui les éloignerait de chez eux. Mais effectivement, quand même, penser à des réponses, mais sans doute à des réponses conçues pour ces personnes et des personnes qui ont des similitudes, c'est peut-être pas complètement une voie à abandonner d'emblée. Et ce qui avait été même décidé aussi, c'est qu'il y ait un rapprochement, y compris dans la formation des personnes du monde du handicap qui pourraient bénéficier de l'expérience de ceux qui s'occupent des... J'ai l'impression d'assister à des vieilles et anciennes, pas batailles, mais en tout cas débats. Je pense que c'est une question d'approche. L'approche du handicap, l'approche de la psychiatrie, mais pas dans le côté péjoratif, dans le côté antipsychiatrique et analytique il y a quelques années,
Et l'approche de la gérontologie, quand elle se regroupe et qu'elle réfléchisse à ces questions de qu'est-ce qu'on peut faire avec ces personnes-là qui ont des troubles particuliers, qui mettent à mal notre image de la vieillesse, notre image de la jeunesse, notre image des personnes vivant dans notre société. Et quand on y arrive à associer les politiques, notamment au niveau local, voilà. Et je pense que le handicap et le regard porté, et notamment les soignants, comment ils travaillent, comment ils ont une autre approche en travaillant dans le handicap, comment les personnes qui travaillent auprès de gens âgés ont une approche différente, et comment les personnes qui travaillent en psychiatrie, même si elles sont dans un vase un peu clos, quand on arrive sur des problématiques éthiques auprès de malades jeunes, à les faire travailler, réfléchir ensemble, pas créer des structures, évidemment, on ne peut pas faire des structures, on ne peut pas mettre quelqu'un sur une structure typique voilà. Mais quand on arrive à mettre tout le monde autour de la table et à franchir des ponts, on arrive à trouver des solutions innovantes, expérimentales, locales, mais très, très, très intéressantes. Voilà, nous avons présenté un projet de SAMSA, personnes cérébro-lésées, au CROMS avant la création de l'ARS, donc qui a été validé. Nous sommes en attente de financement. Voilà, je prêche un peu pour ma paroisse. J'ai trouvé très intéressante l'intervention de Cécile Guernier concernant la gestion de cas, parce que nous avons exactement la même approche. Et voilà, donc simplement pour dire que le SAMSA, nous avons les professionnels compétents dans le SAVS avec le même type d'intervention que les gestionnaires de cas. Nous sommes prêts. Non, moi, c'était juste pour répondre en fait qu'une des forces, à mon avis, de réfléchir autour du domaine de la maladie d'Alzheimer du sujet jeune, c'est que c'est une réponse unique à chaque patient. Et je pense que c'est vrai, ultra vrai pour les jeunes, et que ça nous pousse à le faire aussi pour des personnes plus âgées. Comme il faut conclure, et qu'on sait qu'on ne conclut pas d'une manière dramatique, puisqu'on aura le plaisir, vous nous avez promis, hein, monsieur le vice-recteur, de vous accueillir ici. Donc on a déjà pris quasiment la date. Je voulais juste dire, on a eu quand même des moments de grâce aujourd'hui. Le plaisir de se retrouver. On part tous avec beaucoup de réflexions. Je voulais vous rendre hommage à vos deux interventions, en fin de compte, à Elisabeth Vandel et puis à... Alors, le prénom, c'est Cécile, voilà. Je voulais vous rendre hommage parce que vous nous avez montré aussi qu'il y avait des réponses tout à fait tangibles et possibles à travers des initiatives extrêmement créatives, celles que vous assumez au quotidien. Et je pense qu'il nous faudra être de plus en plus créatifs, y compris dans le domaine de l'éthique, hein, être inventif, non pas de concept, mais de cheminement qui nous rapproche les uns des autres. Donc je voulais vous remercier vraiment de toutes ces approches extrêmement concrètes, puisque demain, vous allez vous retrouver sur le terrain, accueillir des personnes qui ont besoin de ce type de réponse extrêmement concrète. Puis on fait confiance à l'ARS. Hein, je voulais remercier Marguerite Marie Lefebvre d'avoir rendu aussi possible cette rencontre. Parce que finalement, vous êtes partenaire de l'organisation avec les gens de la Cato, et on voit à quel point vous êtes sensible à ces questions de terrain, puisque c'est vous qui nous avez mis en contact avec ces initiatives, dont on sait qu'il y en a une à Bergue. Hein, ça nous incitera dans ce village ou cette ville assez célèbre à venir peut-être un jour à une manifestation. Peut-être qu'on aura un public encore plus varié au niveau populaire. Voilà. En tous les cas, au nom de tous ceux, celles qui ont organisé cette manifestation, cette réunion, au nom aussi finalement de Florence, je me permets de le dire, hein, qui est un peu la cheville ouvrière de ce qui s'est passé ici. Je voulais vous remercier les uns les autres. Ayez le sentiment que l'aventure ne fait que commencer, en tous les cas dans notre domaine. Et regardez sur le site RMA le rendez-vous de l'université d'été qui aura lieu à Aix-en-Provence. Et comme le sentiment qu'on risque en 2012 de se rapprocher d'une manière ou d'une autre de Lille, hein, peut-être qu'il y aura une opportunité qui se présentera. Puis je voulais vous dire, madame, qu'on était sensible aussi à votre intervention politique et citoyenne. C'est vrai que sans une mobilisation de la société, on voit que les professionnels, les associatifs sont déjà aux avant-postes, mais sans une mobilisation de la société, je ne vois pas quel type de réponse digne on pourra trouver ensemble. Donc je serai très attentif à ce que vous me précisiez tout à l'heure, ces initiatives que vous avez évoquées, de quelle manière nous on peut les reporter. Voilà. Merci à toutes et à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.